amis de l'École du Changement, nous nous retrouvons une fois de plus pour notre rendez-vous de chaque dimanche à 21h. Et pour aujourd'hui, dimanche, nous avons comme enseignant du jour, c'est Prince Epengue. Il est président national de l'ADD Congo et l'un des porte-parole de la coalition Lamuka. Prince Epengue, bon dimanche en tout cas, bienvenue dans cette École du Changement. Merci beaucoup. Ndeko J.R. Mokolo de m'avoir invité pour être un des étudiants de cette grande école. Enseignant. Merci beaucoup. Ok, bon, on vous a présenté comme président de l'ADD Congo. En 2 mots, comment se porte votre parti politique? Très bien. L'Action pour la démocratie et le développement au Congo, un parti que vous avez vu neutre, parce qu'à l'époque, il n'est pas sans importance de le rappeler que vous nous receviez régulièrement avec l'honorable Pierre-Jacques Chaloupa d'Erez Mémoire, l'Action pour la démocratie et le développement au Congo. Après le décès de son fondateur et son initiateur, Pierre-Jacques Chaloupa, se porte très bien. Il est vrai que nous avions connu des hauts et des bas, et des problèmes inhérents à la gestion d'un grand parti au quotidien, mais comme dans toutes les fondations, ce sont là des querelles fondatrices, mais qui ont pu, avec la capacité que nous avons tous, que tous les membres ont pu en profiter pour que l'ADD Congo puisse être un des grands partis de ce pays. Parce que pour nous, être grand parti, c'est avant tout avoir des grandes idées. Et les grandes idées, nous les avons. Donc, ADD Congo se porte très bien. D'ailleurs, je viens fraîchement de la réunion hebdomadaire du parti, à notre siège, Sipongabi, 191, 20 de la semaine. Voilà, ça c'était en tout cas une brève présentation de votre parti. Vous estimez que le parti se porte bien. Prince Epengue, aujourd'hui, nous allons plancher sur une thématique. Je rappelle que vous êtes aussi politologue de formation. En effet. Et nous allons examiner les relations entre le pouvoir et l'opposition depuis pratiquement les années Mobutu et jusqu'à maintenant. Donc, est-ce que ces relations-là ont changé aujourd'hui? Mais pourquoi est-ce qu'en RD Congo, les politiciens de l'opposition et ceux qui sont au pouvoir, en tout cas, vivent toujours à couteau tiré, vivent toujours en chaîne de faïence? Voilà notre thématique du jour. Prince Epengue, vous êtes membre de l'opposition. Dites-nous un peu quelle est l'importance de l'opposition dans une démocratie? Partant du principe de la Constitution américaine, même si la naissance des partis politiques, ce n'est pas aux États-Unis, les premiers partis politiques, je dois dire, c'est en Angleterre, en France. En Angleterre, au 19e siècle, depuis 1832, en France, c'était depuis 1700. Je crois, 71, où on a vu quand même des regroupements de gens, des associations, etc., qui faisaient en quelque sorte la politique ou la réflexion politique. Je parle du principe des checks and balances, donc les poids et les contrepoids. Tout pouvoir corrompt, disaient les anciens Grecs, et tout pouvoir absolu corrompt absolument. Et donc, il faut qu'il y ait un poids et contrepoids. Les partis politiques tels qu'ils ont fonctionné en Europe, et les partis politiques tels qu'ils fonctionnent ou ils ont fonctionné en Afrique, c'est en tout cas des mondes différents. L'opposition, chez nous par exemple, si vous lisez la loi portant statut de l'opposition, vous verrez qu'on dit est opposant, c'est là qui ne participe pas à la gestion gouvernementale de l'État, c'est là qui s'oppose au système. Le système est conçu comme un ensemble d'éléments qui sont en interaction entre eux. C'est là qui s'oppose à l'action gouvernementale, celui-là est opposant. Et celui qui est au pouvoir, autrement dit, c'est lui qui, à l'issue des élections, je dis bien à l'issue des élections, et j'ajoute démocratiquement organisé, c'est important de dire que n'importe qui peut être au pouvoir. Mais ça ne veut pas dire que nécessairement il vient d'une élection démocratiquement organisée.
Mosé Kabila est arrivé pour renforcer ma thèse. Mosé Kabila est arrivé, il avait une majorité, mais qui avait voté Mosé Kabila? Personne, voyez-vous. Donc, malheureusement, ceux qui sont au gouvernement, qui sont censés être ici de la majorité, laquelle majorité doit être l'émanation du peuple, et ceux-là considèrent les opposants comme tout simplement des cafards qu'il faut écraser. Et l'opposition de son côté, là je parle de chez nous, l'opposition de son côté considère ceux qui sont au pouvoir comme des ennemis qu'il faut éradiquer. Donc voyez-vous que nous avons déjà une base, j'ai dit, erronée de la pratique politique, contrairement à ce que nous voyons en Occident. Bien entendu, le Congo, c'est une trajectoire normale de l'évolution des peuples, des nations. La France, l'Angleterre, je parle des vieilles démocraties, où les peuples se sont battus pour avoir la liberté, parce que la liberté n'a pas toujours existé, même si l'homme n'est libre, mais tout de suite là, il est enchaîné par ce qu'on a connu, ce que les sociétés traditionnelles ont connu, la monarchie, les royautés, les empires et autres. Donc, la France, l'Angleterre, les autres ont commencé également quelque part comme nous. Aujourd'hui, ce sont des sociétés démocratiques. Comme la démocratie est un processus, nous aussi nous y arriverons. Mais maintenant, quitte à ce qu'on fournisse beaucoup d'efforts. Mais est-ce que nous sommes censés, ou nous sommes condamnés à avoir la même trajectoire évolutive? J'ai dit non. Oui, Prince Epenge, pour ne pas vous couper, il est prévu par exemple dans la Constitution que l'opposition puisse être organisée avec un porte-parole, avec tout un gouvernement, comme on dit, gouvernement fantoche. Mais depuis pratiquement, à l'époque, depuis 2006 jusqu'à maintenant, on n'a jamais appliqué la Constitution dans ce qui concerne la mise en place d'une opposition organisée, constitutionnellement en tout cas reconnue. Je ne sais pas, aujourd'hui, pourquoi c'est vous au niveau de l'opposition, apparemment, vous ne revendiquez pas la mise en place quand même de cette opposition-là, constitutionnelle qui est reconnue dans la Constitution? Bon, vous savez, j'accepte volontiers que vous me qualifiez d'opposant, parce que peut-être c'est ce qui vous permettra de bien pouvoir me poser des questions et d'avoir une évolution, je dirais, positive de cette émission. Mais fondamentalement, je ne saurais me caser dans l'opposition, dans la mesure où un opposant est opposant, surtout quand on parle dans un système de parti, c'est celui qui va dans une compétition électorale, qui sollicite les suffrages de ses compatriotes et qui se voit refuser ces suffrages-là par ses compatriotes et qui, du fait, se case automatiquement dans l'opposition en laissant gérer le pays, passer là dont les peuples a jugé les projets les viables pour la législature. Maintenant, laissons Prince Epenge, opposant ou pas opposant, vous êtes politologue, c'est important. Un peu, vous suivez l'évolution de la situation du pays. Qu'est-ce qui empêche qu'on ait un porte-parole de l'opposition et un gouvernement fantoche de l'opposition en RD Congo depuis 2006? Je disais que cette distinction est importante dans la mesure où ceux qui nous suivent savent que Prince Epenge était élu député, que le candidat de l'ADD Congo de Prince Epenge à l'élection présidentielle, Martin Fayulu, était vainqueur des élections. Bon, nous ne sommes pas dans ce débat-là. Aujourd'hui, nous vous appelons. Nous ne sommes pas dans ce débat-là. Je suis voilà. loin de ce débat-là pour l'instant parce que la question qui m'est posée, elle est claire. Mais je voulais simplement, pour des questions de clarté, que mon statut soit bien défini. Et donc, je résiste face à un pouvoir ici de la faute qui est le pouvoir de M. Félix Tshilombo. Maintenant, à me considérer comme opposant, je me dis, ça devrait vous étonner. Vous êtes un vieux routier de la presse congolaise, J.R. Monkolo. Vous avez vécu les péripéties. Encore une fois de plus, je parle même des querelles fondatrices de ce qu'a été l'émergence de l'opposition depuis 2006, après les Sun City, et la soi-disant majorité qui a été fabriquée de toutes pièces par M. Kabila. Et nous avons lutté contre le régime Kabila en 2006 pour qu'on ait un porte-parole de l'opposition. On l'a pas eu. Nous avons lutté contre le régime de Joseph Kabila pour qu'on ait un porte-parole de l'opposition en 2011. On n'a pas eu parce que Kabila n'en voulait pas. Et pour Kabila, si il devait installer un porte-parole de l'opposition, ça doit être l'homme des mains, un homme qui peut manipuler. Maintenant, après le départ de Joseph Kabila, tout le monde pensait que bon,
écoutez, ce qui allait venir en tout cas, nous avec le président élu, des semaines avant qu'on puisse publier les résultats, tout le monde savait que Martin Fayulu avait brillamment gagné les élections. Mais nous savions que nous allions permettre à ce que l'opposition se soit installée, parce que tel a été le vœu d'Étienne Tshisekedi Tshilombo à l'époque, et le vœu de Martin Fayulu, parce qu'il fait partie de ceux-là qui ont travaillé avec Étienne Tshisekedi Tshilombo. Et nous disions même que les financements qui étaient prévus selon la loi portant sur l'opposition, ces financements, ces subsides-là, allaient être véritablement décaissés. Parce que ceux qui ont construit même la Constitution et d'autres lois irrélatives ont compris que quand l'opposition est organisée, il y a un gain pour la nation. L'opposition a les moyens de sa politique. L'opposition va s'organiser, va avoir les moyens nécessaires pour proposer, parce qu'être opposant, ce n'est pas seulement la critique pire, mais les contre-propositions. Quand M. Félix Tshilombo décrète l'état de siège, vous avez vu que le président Martin Fayulu avait une contre-proposition, avait pondu une déclaration en 6 points, où il s'était interrogé sur l'opportunité de l'état de siège, ses conséquences réelles sur le terrain, ses conséquences juridiques. Vous voyez, c'est comme ça qu'on devait construire l'opposition. Mais ici, revenons à ma monsieur, est-ce que je vais reformuler ma question? Est-ce que ce n'est pas aussi à cause des tiraillements? Parce qu'il n'y a pas une opposition, il y a plusieurs oppositions, et au sein même de cette opposition-là congolaise, les gens ne parlent pas le même langage, les gens ne s'entendent pas. Est-ce que ce n'est pas ça aussi la difficulté pour qu'on mette en place un porte-parole de l'opposition, une coordination de l'opposition avec un budget et des moyens de fonctionnement? Ce n'est pas ça aussi la difficulté. Encore une fois, je ne suis pas opposant, je suis résistant, mais je vous réponds. Non, je vous réponds en disant... Je vous réponds comme politologue. Oui, merci beaucoup. Oui. Et en vous disant, ce n'est pas les querelles. Alors, encore qu'il n'y en a pas jusque-là, ceux qui ont conçu la loi, comme toute loi, il y a un esprit et la lettre, savaient que l'opposition, elle est plurielle. Et quand l'opposition est plurielle, on prend les partis représentatifs de cette opposition-là. La question ici, c'est une question de volonté politique. Qui aurait cru que les fils d'Étienne Tshisekedi on ne parle même pas de l'époque actuelle. Faisons une analyse sur l'évolution de cette question-là. Donc, même sous l'époque de Kabila, vous étiez dans l'opposition avec Martin Fayulu, vous reconnaissiez de l'opposition, mais il y avait toujours des tiraillements et ces porte-paroles n'ont jamais été mis en place. Mais les différents régimes qui se sont succédés n'en voulaient pas, comme je vous ai rappelé, Kabila entre guillemets. Et ils ne voyaient pas l'importance d'une opposition organisée. Pour les différents régimes passés, une opposition organisée est une bombe qui va lui péter sur la figure, sur le visage. Donc ça veut dire, si je vous comprends très bien, ceux qui sont au pouvoir ne veulent pas qu'il y ait un porte-parole de l'opposition, une coordination de l'opposition avec un budget. Donc on ne peut pas donner des moyens à ceux qui le combattent pour qu'ils utilisent les moyens de l'État pour combattre ceux qui gèrent les institutions de l'État. Ceux qui se sont succédés au pouvoir ne voient pas l'opportunité de donner les moyens, principalement financiers, tels que les lois du pays les prévoient, pour que l'opposition s'organise. Parce qu'ils voient une opposition organisée est un danger supplémentaire pour les régimes. L'opposition qui vit dans la pauvreté est une opposition qui est plus ou moins désorganisée. Mais par contre, ils ont privé à la nation un moyen de son développement. Parce que l'opposition amène des critiques amène des suggestions. Or, si elle n'est pas organisée, si elle ne bénéficie pas de ces subsides prévus par les lois du pays, l'opposition ne saurait être efficace. Et si elle n'est pas efficace, c'est que le gouvernement également ne pourra pas être efficace. Toutes choses restent égales par ailleurs. Est-ce que le problème, ce n'est pas aussi le constituant congolais qui a fait pratiquement du copier-coller? Donc, on prend ce qui se fait ailleurs sans tenir compte de leur réalité. On les met dans la Constitution aujourd'hui, ça pose problème pour être appliqué. Et de la même façon, par exemple, nous avons vu la retenue à la ressource de 40% n'a jamais été respectée. Est-ce que ce n'est pas aussi un problème de nos constituants, ceux qui font la Constitution, ceux qui conservent la Constitution, ils font du copier-coller? Oui, mais je suis d'accord que le pouvoir constituant originel comme dérivé, dans l'élaboration de la Constitution, dans sa pratique
il y a beaucoup de, beaucoup de faiblesses. Mais à ce qui concerne les cas sous examen, je vais dire la loi sur l'opposition et le financement irrélatif, je peux vous le dire que les constituants avaient vu juste. Ce n'est pas du mimétisme servile, mais c'est un prêt-à-porter qui nous a été amené de l'Occident par les constituants, mais qui vient répondre à une réalité sociologique. C'est que quand on n'est pas au pouvoir, qu'on est bridé, qu'on est matraqué, qu'on est arrêté, qu'on ne vous permette pas de vous exprimer, c'est pas pour rien que certains sont allés en forêt pour faire des rébellions. C'est-à-dire que ceux qui ont été inspirés et qui ont pu insérer cette disposition dans les lois de la Constitution, c'est parce qu'ils ont vu d'autres réalités ailleurs. En France, vous allez voir que l'opposition, par exemple, celui qui participe aux élections, qui a, c'est 3% des voix aux élections, se va restituer une partie de son argent qu'il a utilisé en campagne. Vous voyez, il y a moins de frustration. Celui qui a, par exemple, qui vient, par exemple, en deuxième position à l'élection présidentielle en France, par exemple, il va se voir rembourser une bonne partie des sommes qu'il a utilisées pendant la campagne. Parce que quand on est candidat, c'est pour servir la nation. Et donc, on met les moyens. Et si vous sortez deuxième et troisième, ça dit que c'est assez significatif. Non, le problème, c'est que en RDC et même dans beaucoup de pays africains, celui qui gagne, gagne tout, et celui qui perd, perd tout. Voilà. Et ceci génère beaucoup de frustration. Je vais vous donner un cas patent. Même si vous ne voulez pas qu'on entre dans la politique au quotidien, vous allez voir ici, Monsieur Nanga vous bombarde des chiffres bruts. Il vous dit Martin Fayulu a 6 millions de voix. Félix Chilombo a 7 millions de voix. Comment pouvez-vous permettre, supposons, je sais que les résultats de Nanga sont des résultats qui sont faux. Martin Fayulu avait pris des 8 millions de voix. On n'est pas là, Prince Epenge. Martin Fayulu va gagner des élections. Mais supposons, on raisonne par absurde. S'il vous plaît, c'est un discours que vous répétez depuis beaucoup de temps. Est-ce qu'on peut rester... Je suis dans l'analyse. Mais n'empêche que l'analyse voudrait également qu'on soit factuel. Donc, je vais voir les faits. Bon, voilà. Alors, c'est un cas d'exemple. Maintenant, vous allez voir, les premiers à 7 millions, vous ne voulez pas que je donne les noms, les premiers à 7 millions, les deuxièmes à 6 millions, supposons que ces résultats-là sont vrais, supposons. Comment pouvez-vous comprendre que celui qui a obtenu 7 millions a pris toute la République? Celui qui a été... dont 7 millions de Congolais fait confiance, prend la gestion de toute la République. Mais celui qui a 6 millions, lui, n'a absolument rien. Pouvez-vous imaginer la frustration? C'est comme ça qu'ailleurs, on a trouvé la parade. Pour ne pas énerver beaucoup plus de gens, on a dit, celui qui a 7 millions peut gérer, mais celui qui a 6 millions, lui, peut se voir rembourser, par exemple, 70% ou 60% de son argent de campagne. Ça lui permet aussi de se préparer pour une nouvelle campagne. Parce qu'il faut avoir à l'esprit que et celui qui a gagné et celui qui a perdu, tous les deux ont concouru pour l'intérêt de la patrie. Donc, il faut qu'on intègre ces faits-là. Est-ce que, Prince Epenge, le problème, ce n'est pas le fait, c'est pas que, bon, comme vous l'avez dit, nous avons des opposants frustrés et face à ceux qui ont tous les moyens de l'État, ce qui fait que ceux qui sont au pouvoir, par exemple, avec tous les avantages qu'apporte le pouvoir dans nos pays africains, vit dans l'opulence, vit dans les bonnes conditions, il a les moyens de l'État à sa disposition, et il considère à un certain moment les pouvoirs comme étant son bien privé. Et que l'opposant qui s'oppose à lui, qui dit même, qui annonce même sa candidature, est considéré comme quelqu'un qui voudrait en tout cas prendre sa place, qui voudrait voler son fauteuil, lui arracher son fauteuil, d'où la réaction musclée de ceux qui sont au pouvoir. Et ceux qui sont dans l'opposition, nous l'avons vécu, considèrent depuis pratiquement 2006 jusqu'à aujourd'hui, celui qui ose faire comme quelqu'un qui n'a pas gagné les élections et qui a volé la victoire de celui qui a été déclaré perdant par la CENI, d'où donc cette confrontation-là. Et celui qui est dans l'opposition fait tout, par exemple, pour torpiller ceux qui est au pouvoir. Et on va même à l'étranger mener des campagnes, comme j'avais suivi par exemple Adolphe Mouzito dire que non, nous allons tout faire nous à la Mouka pour que les gens ne viennent pas investir au Congo. Donc c'est un peu ça la conception du pouvoir entre celui qui ose faire et celui qui est dans l'opposition. C'est pas ça ce qui pose problème aussi. Bon, dans une perspective idéaliste,
on pourrait affirmer cette assertion. Mais il faut comprendre que même dans les sociétés occidentales, ou dans les sociétés de vieille démocratie, l'opposant a un projet, une offre politique ou un ensemble d'idées qu'il voudrait appliquer en faveur de sa patrie. Mais il y a quelqu'un qui est au pouvoir qui a la même prétention. L'opposant, lui, voudrait montrer qu'il a de belles idées qui vaut mieux que celles qui sont appliquées par le régime en place. Et donc, il faut que celles-là qui sont en place dégagent pour qu'ils viennent. Dans ce cas-là, quand vous perdez, c'est naturel que vous ayez des frustrations. Les frustrations prennent une dimension parfois extrêmement inquiétante en Afrique, parce que les élections sont très souvent des élections bâclées où il y a des fraudes, des corruptions et autres. Mais en Europe, les frustrations sont limitées dans le sens où un opposant vient avec un projet qu'il soumet au peuple, mais c'est au peuple de juger. Parce que déjà, ils ont déjà résolu la question de la crédibilité des élections, parce qu'ils ont des systèmes extrêmement fiables. Maintenant, les différentes perceptions. La perception que l'opposition a du pouvoir et celle que le pouvoir a de l'opposition est liée à une question de culture politique, à une question aussi d'évolution des peuples. C'est là où je donne beaucoup plus de responsabilité au peuple, parce que le peuple, c'est lui le dépositaire des choix. Voilà pourquoi nous fournissons beaucoup d'efforts au sein de mon parti ADD Congo, au sein de la MOUC avec le président Martin Fayulu, que nous puissions assainir les boîtes noires qui est la CENI, où il faut que les inputs et les outputs, ce qui entrent et ce qui sortent, puissent concorder avec les choix du peuple. Quand le peuple vote l'opposition, là-bas, ça sort l'opposition. Quand le peuple vote la majorité, là-bas, ça sort la majorité. Quand le peuple dit que les médiocres doivent dégager, quand ça sort là-bas du côté de la boîte noire, output là-bas, il faut qu'on voit que le choix du peuple a été de rejet ou un choix d'adhésion. Mais pour moi, cette perception-là est liée au fait que nous sommes encore dans ce que nous appelons en Sciences Po la culture politique paroissiale, où on vient avec des chemises, des polos, où on vient dire « Ah, je suis de Mbandaka, et donc il faut me voter parce que je suis de Mbandaka. » Non, peu importe le projet que j'ai, je suis de Libengé, tu dois me voter. Non. Et, où un peuple vient et dit, voilà, si tu me donnes un polo, moi je te donne ma voix. Si tu me donnes $10, je te donne ma voix. Et ça, l'effort que nous fournissons à ce niveau, à ce moment, c'est celui-là, pour qu'on arrive dans ce qu'on appelle la critique politique des participations, où ceux qui viennent de voter ont déjà une grande capacité cognitive. Il va vous demander, mais messieurs, vous voulez que je vous donne ma voix? Oui, tu es de ma tribu Ngala, tu es de ma tribu Tetela, tu es de la tribu Luba, mais je vais vous voter seulement parce que tu es de l'Équateur comme moi. Je vais te voter parce que tu es Tetela comme moi, ou tu es Congo comme moi. Non, je vais te voter parce que tu as un projet clair. Qu'est-ce que tu veux faire demain quand tu es au pouvoir? Tu me promets de l'eau, mais comment tu vas faire pour donner de l'eau potable à tout le monde? Donc, il faut qu'on arrive à cette culture. Quand on arrive à cette culture-là, le peuple améliore son vote. Ça devient un vote objectif. Vous allez voir que les conflits, les perceptions qu'il y a, l'opposition et la majorité qui se regardent à ces défaillances, non si base des projets, mais si base des « il va me prendre mon pain, mon gagne-pain », parce que le pouvoir aujourd'hui est considéré comme un gagne-pain. Et ceux qui ont critiqué le régime Kabila hier, aujourd'hui arrivent au pouvoir, font la même chose. Et c'est faut corrompre, prennent l'argent et envoient dans les paradis fiscaux en Europe, comme les régimes qu'ils ont critiqués. Et nous qui vont, demain, certainement que Prince Peng en 2023, nous arrivons au pouvoir, nous, si on ne tire pas les conséquences, nous serons en train de répéter, pas inconsciemment, consciemment la même chose, mais parce que pour certains, nous percevons le pouvoir comme un gagne-pain, le pouvoir comme une sinecure, comme un lieu de vacances et d'enrichissement. Donc cette perception, nous devons la vivre. Merci beaucoup, Prince Pengue. Je rappelle à tous ceux qui nous suivent que nous sommes dans l'école du changement. Et l'enseignant du jour, c'est Prince Pengue, président de l'ADD Congo. Il est l'un des porte-parole de la coalition Lamuka, de Martin Fayulu et Adolphe Muzito. Et Prince Pengue est en tout cas politologue de formation. Avec lui, nous sommes en train d'analyser les relations pouvoir-opposition en RD Congo, des relations qui sont souvent tendues, dans des signes, en chaîne de faïence, de gens qui se considèrent comme des ennemis plutôt que comme des adversaires politiques. Bon, vous parlez de la culture politique en RD Congo, la culture politique paroissiale. Donc, les gens
ça se range derrière quelqu'un à cause de son appartenance ethnique. C'est ainsi que vous voyez, par exemple, si le chef de l'État est de l'ethnie X, le membre de son ethnie considère le pouvoir qu'il exerce comme étant leur pouvoir. Et que tous ceux qui s'opposent à ce pouvoir-là sont considérés en tout cas comme des hommes à abattre. Et quand, par exemple, l'opposant aussi est de l'ethnie X ou Y, et les gens qui appartiennent à son ethnie, en tout cas, envers la mort à ceux qui sont aux affaires. Donc ce n'est pas ça aussi qui explique, par exemple, les difficultés que les opposants et les tenants du pouvoir ont en tout cas à bien collaborer pour le bien, pour la bonne marche du pays dans notre Congo. Mais vous l'avez bien compris, parce que vous êtes aussi un observateur de cette classe politique. Cette critique politique paroissiale a des conséquences diverses et variées sur la marche de la nation. Une des conséquences, c'est que le choix n'est plus objectif. Et quand on n'a pas opéré un choix objectif, qu'on vote parce qu'il est de ma tribu, il est de mon ethnie, tous ceux qui s'opposent à ce pouvoir, objectivement ou subjectivement, sont des chiens dont il faut écraser les têtes. La base est faussée. Et ceci est beaucoup plus grave que ça fragilise l'unité nationale, ça fragilise la cohésion nationale, et ça peut même être l'occasion pour balkaniser. Avec des vocabulaires comme jaloux, haineux. Jaloux, vous êtes des tribales. Donc, voyez-vous, les expressions que cette méconnaissance de ce qui devait être la vie politique génère. Voilà pourquoi, pour moi, je propose qu'il faut qu'on réinvente la mentalité politique, qu'on réinvente la culture politique. Il est évident que, je l'ai dit, dans ce combat, avant que nous, politiques, nous puissions nous proposer à changer le pays, il faut d'abord qu'on s'impose à nous-mêmes un changement. Il faut qu'on change nous-mêmes. Il faut que nous-mêmes, politiques, nous puissions nous observer. Congolais tout court change. Tout le monde, tous les leaders politiques promettent le changement. Mais quand vous regardez de près, eux-mêmes n'ont pas changé. Ils ne sont pas les fruits du changement qu'ils veulent imposer à la nation. Comment voulez-vous changer les autres alors que vous-même, vous êtes encore un tribal jusqu'à la moelle épinière? Bon, Prince Epenge, un autre paramètre, quoi, qui détermine en tout cas les relations entre l'opposition et ceux qui sont au pouvoir en RD Congo. Il y a aussi certaines frustrations, ce qui est considéré comme une trahison. Je donne un exemple. En 1996, l'AFDEL entame en tout cas sa marche contre le régime Mobutu, et soutenu par le pays voisin bien entendu, mais soutenu aussi par ceux qui étaient dans l'opposition à l'époque. On se rappelle par exemple que l'opposant en chef avait été nommé à un certain moment Premier ministre par le maréchal Mobutu, mais il a préféré réserver des postes à la rébellion du FDL, ce qui a fait que le maréchal Mobutu a dû nommer quelqu'un d'autre. Mais alors, quand l'AFDEL arrive au pouvoir, Mouzé a pratiquement s'est brouillé avec ces partis-là, ces Congolais-là qu'il avait soutenus, qui avaient accompagné sa marche. Et comment vous expliquez ce phénomène-là? Donc, quelqu'un qui les gens qui ont soutenu votre conquête du pouvoir, et vous arrivez au pouvoir, ils deviennent votre farouche opposant. C'est dû à quoi? Mais principalement, c'est non-respect des engagements. C'est quoi? Les gens n'aiment pas voir ceux qui les ont aidés à arriver au pouvoir à leur côté ou comment? C'est le non-respect des engagements, l'égoïsme et surtout, on se considère par moments comme des hommes providentiels. C'est-à-dire que si je ne suis pas là, c'est l'hécatombe, alors que nul n'est indispensable. Et vous savez aussi que la politique est un jeu d'intérêts, à condition que ces intérêts soient des intérêts pour le bien-être de la population, qui ne concernent l'ensemble de la patrie. Quand ce sont des intérêts individuels, des intérêts de la famille, là, le jeu des intérêts devient un jeu inutile. Mais fondamentalement, la politique est un jeu d'intérêts.
je vais en alliance avec vous parce que je pense que non seulement mes idées seront prises en compte, mais qu'à cas d'un succès électoral, bien sûr, bien entendu, mais que je vais avoir une parcelle d'autorité pour aussi appliquer les idées qui sont les miennes, les idées dont je suis porteur et pour lesquelles je me suis bâti pendant autant d'années. Mais une fois que les succès sont au rendez-vous et que les accords ne sont pas respectés, c'est normal que celui qui a été à vos côtés comme allié ou membre des mêmes partis puisse devenir un dissident. Donc c'est ce qui peut expliquer par exemple le basculement dans l'opposition de Franck Diongo et de Jean-Marc Aboune par exemple. Bien sûr, mais étymologiquement parlant, on ne peut pas appeler Kabound opposant. Étymologiquement parlant, en Sciences Po, nous l'appelons dissident. Donc, l'opposition, vous allez voir, vous allez constater même à l'Assemblée nationale, l'opposition au Parlement se déclare au début de la législature qu'on identifie, c'est là qui sont de l'opposition et c'est là qui sont de la majorité. Et quand la législature commence, on sait que c'est là qui sont de l'opposition, qui sont de la majorité. Mais au Congo, vous savez que malheureusement, et c'est ça le malheur que nous avons, aujourd'hui on vous dit que la politique est dynamique. Non, faux. La politique n'est pas dynamique. Et les stratégies politiques, ou les stratagèmes politiques, peuvent être dynamiques. Quant à la politique comme ensemble des idées, le reste est constant. On peut les améliorer, parce que les idées, les valeurs que l'on défend, pour lesquelles on se bat, vous les avez aujourd'hui, demain, parce qu'un homme doit savoir mourir pour ses idées. Mais qu'est-ce qui arrive que... Vous allez voir un qui était du FCC, il passe à l'Union sacrée, il vient à la Mouka, il dit non, quand on lui dit, mais pourquoi tu changes des idées aussi souvent que tu changes tes cravates? Il dit non, non, parce que la politique est dynamique. Non, la politique n'est pas dynamique. La politique, c'est la constance. C'est l'idéal. Quand vous avez un idéal, vous vous y accrochez. Il s'agit là de la prostitution politique. Il y en a qui parlent de la transhumance politique. Mais moi, j'appelle ça de la prostitution politique qu'ils ont conceptualisé dans les jolis noms de la du dynamisme politique. Mais en réalité, pour cacher, très mal d'ailleurs, leur instabilité, l'absence d'idéal chez eux. Est-ce que ce n'est pas parce que l'opposition n'est pas une mince affaire, ce n'est pas une mer tranquille, que les gens souhaitent tout faire, en tout cas pour se retrouver toujours dans les camps du pouvoir, du bon côté de la barrière? Vu par exemple la misère que vivent les opposants, brimades et autres privations et autres mauvais traitements. C'est pas ça aussi. C'est qui explique que les gens souhaitent en tout cas tourner Kazakh pour aller vers le nouveau pouvoir plutôt que de rester dans l'opposition avec leur ancienne autorité morale. Évidemment, M. Jean Romance, l'opposition en Afrique, ce n'est pas facile. Moi, je suis à ma 18e année dans l'opposition. Je n'ai jamais changé d'un iota. Et pourtant, les offres de traversée sous le régime Kabila, comme sous le régime Chilombo, n'ont pas manqué. Mais parce que j'ai un idéal, j'ai des valeurs. Je me suis dit, pour que je puisse prospérer avec mes idées, il faut que je puisse être aux côtés des gens qui pensent la même chose que moi. Si j'avais chez Kabila, est-ce que je pourrais développer mes idées librement? Ce n'est pas possible. Mais je peux avoir le pouvoir. Donc, ce n'est pas possible parce que le pouvoir sans idée, ce n'est pas un pouvoir. Quand je regarde M. Chilombo, je me dis, est-ce qu'auprès de ces messieurs-là, je peux, une fois que j'ai une portion de pouvoir, appliquer mes idées, je pourrais être libre de garder toujours mon verbe, le temps que j'ai compris qu'avec Chilombo, ce n'est pas possible. Je regarde Fayoulou, je dis, avec Fayoulou, j'ai la liberté de développer ma pensée et d'appliquer mon programme. Et donc, je reste avec Fayoulou. Si par exemple, Fayoulou fait même 10 ans encore dans l'opposition sans avoir le pouvoir, vous resterez toujours dans ces cas-là. Mais vous avez la réponse à ma question parce que ça fait 18 ans que je suis là dans cette opposition-là. Mais l'opposition n'est pas facile parce que si l'opposition n'est pas facile, ce n'est pas parce qu'on n'a pas un sang en poche. Parce qu'un homme, vous savez, on dit que les Suédois sont parmi les hommes les plus heureux au monde. Ce n'est pas parce qu'ils sont les plus riches, mais ils peuvent se contenter des paix qu'ils ont dans les poches. Voyez-vous? Donc moi, je peux me contenter d'un 100 francs que j'ai dans ma poche, mais garder mes idées, comme disait Lumumba, vaut mieux être pauvre, mais tout en gardant sa dignité, qu'être riche et devenir une prostituée politique. Moi, ce qui rend l'opposition difficile, c'est les brimades, les menaces,
les arrestations arbitraires, l'injustice. Et la plus grande menace, c'est les élections bâclées qu'on organise. On n'est pas resté dans l'opposition pendant tout ce temps parce que on n'a pas un bon programme. On est resté dans l'opposition parce qu'on vous a imposé des élections où la volonté du peuple qui vous a été accordée vous a été aussi volée. Donc, c'est cela. Ce qui est l'opposition difficile, c'est la difficulté de l'opposition sur les menaces, les arrestations, les injustices. Quand vous êtes dans l'opposition, vous ne pouvez pas commercer. On dit aux entreprises que non, ce monsieur-là, il ne faut pas faire les affaires avec lui. Et depuis l'époque de Kabila, ça a été ainsi. Sous M. Félix Tshilombo, c'est toujours la même chose. Ce n'est pas aussi la réponse, la réaction, par exemple, du pouvoir et fonction aussi du comportement de l'opposition. Je vais me rappeler, par exemple, dans les années 93, après la conférence nationale souveraine, on a vu, par exemple, l'opposition monter un gouvernement parallèle et aller à l'étranger pour solliciter des sanctions comme contre le régime Mobutu. Même l'affaire de Lititimboka, par exemple, avait été amplifiée par l'opposition de l'époque. Mais est-ce que, comme je l'ai rappelé, par exemple, Lamouka, un des leaders de Lamouka, a dit que non, il faut tout faire pour que celui qui est aux affaires aujourd'hui ne puisse pas réussir, il faut empêcher l'arrivée des investisseurs. Est-ce que ce n'est pas aussi là les actes que pose l'opposition qui amènent aussi une réaction musclée de la part du pouvoir? Jean Romance, l'opposition n'est pas à confondre avec les groupes de pression, les associations pro-démocratie et les syndicalistes qui voudraient, par la pression qu'ils mettent, influencer le gouvernement ou les décider pour qu'ils puissent réajuster les tirs. L'opposant, oui, va faire des contre-propositions. Mais si vous avez décrété l'état de siège, nous pensons que l'état de siège est devenu plutôt un état de piège ou serait un état de piège, c'est pas bon. Mais si vous négociez avec le Rwanda, on ne négocie pas, on impose notre force de négociation après. Voyez-vous comment l'opposition propose? L'opposition dit... si vous voulez augmenter le salaire des professeurs ou plutôt des fonctionnaires, c'est bien, mais il faut maîtriser l'inflation. Parce que si l'inflation n'est pas maîtrisée, les salaires là que vous augmentez de 30%, de 10%, c'est un peu comme tout vous ça pour dire quoi? Que pour dire des propositions, ceux qui sont au pouvoir ne vous écoutent pas. Les premiers paliers où l'opposition intervient. Le deuxième palier est de dire que voilà, nous proposons parce que nous pensons que vous, ce que vous avez comme idée, n'étiez pas debout. Et donc, il faut qu'on vous remplace. Donc, en ce moment, l'opposition diffère des groupes de pression. Et comme elle diffère des groupes de pression, quand l'opposition lutte pour dire que vos idées ne valent pas la peine, les nôtres sont mieux, c'est normal que l'opposition puisse aller à l'étranger pour dire voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont détourné l'argent public. Ils ont construit 100 jours. Ils ont détourné 600 millions de dollars. Ces gens sont des corrompus. Il faut qu'ils partent, il faut qu'on vienne. C'est un jeu démocratique. Bon, donc, il ne faut pas en vouloir l'opposition de pouvoir jouer ce jeu-là. Par contre, un leader de la Mouka qui aurait dit qu'on va foutre la merde, s'il vous plaît, permettez-moi l'expression, aucun leader de la Mouka n'a dit ça. Je me rappelle d'un leader de la Mouka qui avait dit parce que le régime de M. Félix Tshilombo est un régime incompétent, un régime illégitime, ils ne sauront rien faire et les investisseurs ne viendront pas. Mais cette parole s'est accomplie. Vous avez suivi M. Mike Hammer, ambassadeur américain, avant de s'en aller. Il a dit que les investisseurs américains ne viennent pas parce qu'il y a trop de corruption, il y a trop de détournements. Donc, aucun investisseur sérieux ne peut venir investir dans un pays où il sait que... Ce n'est pas parce que l'opposition a mené une campagne contre la venue des investisseurs. Mais c'est une campagne qui fait partie du jeu démocratique. Même en Occident, l'opposition fait la mauvaise publicité pour la majorité au pouvoir. Donc ce n'est pas une invention de l'opposition congolaise. Le problème, c'est que quand vous menez de telles démarches et qu'il y a des conséquences, par exemple, on coupe l'aide extérieure, on coupe la coopération, les investisseurs ne viennent pas. Mais le jour où vous arrivez au pouvoir, vous qui êtes à l'opposition, mais vous allez trouver un pays affaibli par les sanctions que vous avez réclamées de l'étranger, par le manque d'investisseurs qui sont du fait de votre campagne. Ça ne va pas se retourner contre vous une fois aux affaires, vous qui êtes à l'opposition aujourd'hui. Quand vous souhaitez que ceux qui sont aujourd'hui ne soient pas performants. Couper de l'aide est une possibilité qui pourrait être issue de la conséquence des pressions mises par l'opposition. Mais il faut voir d'abord le fait que quand vous arrivez au pouvoir, quand par exemple vous assainissez le climat des affaires, comme le président élu Martin Fayulu a dit,
la corruption, il va combattre, une fois réélu en 2023, il va combattre la corruption comme la peste. Voyez-vous, quand il combat la corruption, ceci aura comme conséquence, les investisseurs viendront, parce que le climat des affaires est assaini, et nous auront initié la réforme de la fiscalité, abaissant certains impôts qui asphyxient les entrepreneurs. Merci beaucoup. Et à ce moment-là, les investisseurs viendront. Merci. Mais ce n'est pas parce que les opposants combattent ou disent du mal du régime, un mal qui est vrai, et une réalité qui est vécue par les Congolais, que les investisseurs ne viendront pas ou qu'on coupera des services à l'État. Encore que le Congo n'a pas vocation à être un État qui est sous-alimenté, mais un État autonome, par des moyens et développement. 2 minutes seulement. En 2 minutes, qu'est-ce qui doit être fait pour, en tout cas, harmoniser les relations entre l'opposition et ceux qui sont aux affaires au Congo? Qu'on ait vraiment ceux qui sont aux affaires et ceux qui sont dans l'opposition collaborer pour l'avancement du pays plutôt que de vivre en chien de faïence. Oui, 2 minutes. Commencer par dire la vérité au peuple, l'informer sur ses droits. Nous voulons vraiment qu'il y ait des citoyens. Quand je parle des citoyens, c'est-à-dire que ceux qui connaissent les droits et les devoirs. Dire aux Congolais les pourquoi du vote, pourquoi on va voter. Pourquoi dois-je voter quelqu'un du Katanga même si je suis du Kasaï? Pourquoi dois-je voter quelqu'un du Bas-Congo même si je suis de l'Équateur? Parce que ce monsieur-là a des idées. Parce que ce monsieur-là est inconstant. Parce que ce monsieur-là est incorruptible. Il faut arrêter de dire aux gens que parce que celui-là est de l'Équateur, je dois toujours le voter. Même si c'est un volet, je le vote. Deuxièmement, après avoir arrêté ça, permettre à ce que les choix des Congolais soient respectés. C'est-à-dire qu'on ait un système électoral transparent, comme on le voit aujourd'hui au Sénégal. Vous avez vu ce qui se passe au Sénégal? Des trains à grande vitesse. Vous avez vu des parcs agricoles qui se construisent avec Macky Sall en 7 ans, 6 ans. Vous avez vu ce qui se passe au Ghana? Le développement, comment ça avance? Ce sont des pays noirs, ce ne sont pas des pays de l'Afrique, de l'Asie mineure plutôt, ou les pays européens. Donc, ici, tout commence par l'assainissement aussi du système électoral, qu'on ait des élections démocratiques. Parce que je suis profondément convaincu au sein de mon parti des Congo que si demain Jean Romance, Jean Monkolo est candidat et qu'il ne donne pas 100 francs et qu'il est voté, par exemple par les Quinois, je suis sûr que les jours où tu es installé, par exemple comme gouverneur de la ville, vous aurez très peur du peuple. Parce que vous êtes ici du peuple. Vous allez dire, si je vole l'argent, ceux qui m'ont élu hier ne me rééliront pas demain. Merci. Et donc, tout chef qui n'est pas ici du peuple, qui vient par la fraude, n'a pas peur du peuple. Parce qu'il sait que demain, il va encore frauder. Il va se passer du peuple, il va rester au pouvoir. Merci. Donc, ça va passer par là. Et quand on aura des dirigeants comme ça, il va dire que non seulement je gère bien le pays, mais je vais respecter l'opposition parce que demain, je serai aussi opposant par la volonté du peuple et les opposants vont devenir au pouvoir. Voilà, la base commence par des élections démocratiques. Et j'invite tous les Congolais qui sont à travailler pour que les élections de 2023 soient des élections transparente pour la première fois dans l'histoire du Congo post-indépendant. Merci beaucoup, Prince Epenge, président de l'ADDO Congo, l'un des porte-parole de la coalition Lamuka. Vous avez été en tout cas l'enseignant du jour dans l'École du Changement. Merci de vous avoir suivi. Ça a été un plaisir et merci à votre équipe. Dimanche prochain pour un nouveau numéro de votre émission. Dans l'entretemps, restez branchés sur le programme de Canal Congo Télévision, votre télévision. Bye.